Tu as envie de développer et de vivre de ta conciergerie? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin et chaque semaine, retrouve-moi sur le podcast La Conciergerie pour un nouvel épisode en solo ou accompagné. Que tu sois totalement débutant ou expérimenté, apprends les meilleures stratégies pour développer une conciergerie à succès sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bienvenue dans l'épisode 98 du podcast La Conciergerie, le podcast dédié aux exploitants et futurs exploitants de conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. La semaine prochaine, c'est la rentrée des classes pour les enfants, mais aussi pour vous. Si vous avez rejoint le club des conciergeries, je fais chaque semaine un live questions-réponses, donc n'hésitez pas à venir me poser vos questions. Pour rejoindre la communauté gratuite, le club des conciergeries, il suffit de cliquer sur le premier lien en description. La semaine dernière, vous avez beaucoup apprécié le parcours d'Anaïs, gérante de la conciergerie holistique, qui nous explique qu'elle a démarré quand elle était salariée et nous donne les détails sur comment elle gérait son quotidien. Un épisode à écouter d'urgence si vous êtes dans ce cas. Passons à la rubrique Les outils de la semaine. Depuis la semaine dernière, la petite tradition, puisque vous me l'aviez demandé, est de vous partager un outil, un logiciel qui a changé le quotidien dans ma conciergerie. La semaine dernière, c'était un petit racloir pour rendre les plaques de cuisson comme neuves. Cette semaine, je vous présente un autre objet comme celui-ci qui va vous économiser du temps et du stress si un voyageur, par exemple, a fumé dans vos logements. Et malheureusement, ça arrive parfois. Il vous faut donc un purificateur d'air contre les mauvaises odeurs, mais contre la fumée aussi. C'est indispensable, même si des odeurs de cuisine restent. Vous pouvez enlever cette odeur avant les prochains voyageurs. Et vous suffit de l'allumer quelques heures avant l'arrivée des prochains voyageurs et vous n'aurez plus d'odeur. Et je l'ai testé et c'est très efficace. Vous retrouverez la référence dans l'onglet Les outils de la semaine dans le club des conciergeries. Aujourd'hui, j'interviewe Thomas, fondateur de Phase B, une société de rénovation clé en main, spécialisée en location courte durée. Et il est vrai que parfois, on est tenté d'acheter son mobilier pour des logements en location courte durée dans des enseignes grand public. Mais on oublie que l'usage de ce mobilier est intensif avec les allées et venues des différents voyageurs et souvent, les équipements ne tiennent pas le coup. On en parle dans cet épisode, mais on parle aussi de rénovation et de décoration adaptées à la location courte durée. Je vous retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour Thomas, bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Je suis ravie aujourd'hui de t'inviter pour parler d'un sujet qui est... Je vais te laisser te présenter et en parler directement. Bonjour Vanessa, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Thomas Mongrandi, je suis le gérant de Phase B Rénovation. On est spécialisé dans la rénovation de location saisonnière, résidence secondaire et location saisonnière. Voilà, c'est une société qu'on a montée il y a 5 ans parce qu'il y a un vrai besoin de pouvoir travailler sur le produit qu'on vend aujourd'hui, c'est-à-dire l'hébergement au sens large, à la fois sur le côté émotionnel, le côté rationnel, tout ce qu'on met dans un hébergement. Donc, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui sur ce sujet. Plaisir partagé. Alors, on va parler en fait du produit. Le produit, c'est quoi? C'est le logement. En fait, on voit de nos jours que le milieu de la location saisonnière, courte durée, comme on veut l'appeler, se développe énormément. On parle des nouveaux logiciels qui vont permettre d'augmenter son taux d'occupation. On va parler de comment vendre plus de choses aux clients voyageurs. Mais on parle pas de comment améliorer, optimiser le logement, ce qui peut être très important, ce qui est d'ailleurs très important pour pas mal de choses. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ce sujet d'ailleurs? En fait, il suffit de regarder un petit peu ce qui se fait aussi dans l'hôtellerie, c'est-à-dire que la location saisonnière, c'est un peu la petite sœur ou le petit frère de l'hôtellerie. Et avant de mettre en place des systèmes de revenu management, des property management systems, de distribution et tout ça, avant on vendait une chambre, un lit, une salle de bain et toute l'innovation déjà portée énormément dans ce qu'on vend. On a un métier d'aubergiste à la base qui est l'accueil, qui est de dire j'ai envie que les gens se sentent bien chez moi. Et c'est vrai que la location saisonnière est arrivée avec des produits déjà construits et finalement c'est énormément construit autour de la distribution de ces produits-là. On a un parc en France qui
qui est un héritage des années, des grandes années de construction et qui vieillit un peu. Et aujourd'hui, avec cette professionnalisation, nous, on pense qu'il est important d'accompagner aussi les propriétaires et les gestionnaires pour les aider à remettre un peu au niveau le produit qui est vendu par rapport aux attentes des clients qui sont qu'est-ce que c'est avoir un bon lit, avoir un élément, un hébergement qui répond aux attentes en termes de décoration, d'équipement et surtout bah, le mettre en place. Et ça, c'est vraiment un levier qui est important à activer pour faire grandir la location saisonnière et lui permettre d'être au niveau des attentes. Donc, dans cet épisode, on va voir la base en fait. Avant de optimiser tout, il faut un logement qui soit au top, on va dire, pour la satisfaction voyageur. Donc, pour les conciergeries, c'est quoi l'avantage de pouvoir avoir ces logements qui sont, je sais pas, rénovés, on appelle ça? C'est rénové? Rénover enfin, ou simplement qui vont générer moins d'insatisfaction. C'est ça le but en fait. Il y a plusieurs buts dans le fait d'accompagner les propriétaires qui nous confient leurs biens. Le premier, c'est que dans déjà mon parc existant, en accompagnant mes propriétaires, en leur permettant de plus facilement rénover, meubler, équiper ou redécorer, je vais jouer à la fois sur la hausse potentielle du revenu que ces biens dégagent, puisque c'est des biens qui vont être plus réservés. S'ils sont vraiment remis au goût du jour avec des équipements supplémentaires, ils vont en plus avoir généralement une hausse des revenus, parce qu'elle va être la conséquence bah, d'une hausse d'occupation et à la fois d'une hausse du prix moyen. Donc ça permet clairement pour le propriétaire, pour le gestionnaire, bah, de rentrer dans un cercle vertueux et d'avoir comment dire, une augmentation des revenus liés à ce bien-là. Ensuite, il y a aussi la hausse de la satisfaction client. On passe en tant que gestionnaire beaucoup de temps à gérer des litiges clients qui sont souvent liés à des dysfonctionnements du logement ou à des choses qu'on n'avait pas bien vues en amont sur les photos et tout ça. Et donc, le fait d'arriver à résoudre ces problèmes. Parfois, c'est des petits problèmes de maintenance, des fois, c'est des problèmes plus structurels. Et le fait d'arriver à résoudre ces problèmes, ben, on va avoir une hausse de la satisfaction. Il faut savoir que la satisfaction client, la satisfaction d'un séjour, c'est la différence entre une expérience vendue et une expérience vécue. Tu soustrais, entre guillemets, une notation de l'expérience vécue à l'expérience vendue et tu arrives à une satisfaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux très bien vendre un bien moyen de gamme à partir du moment où je le vends comme étant moyen de gamme en termes de prix et les photos sont réalistes. Ça ne veut pas dire qu'il doit être moche ou sale, ça veut dire qu'il doit être avec les équipements et les surfaces qui sont attendues dans un bien moyen de gamme. Et si je le vends comme tel, j'aurai une satisfaction qui sera en face et élevée parce que bah, je l'ai vendu, je l'ai acheté au bon prix, j'ai un séjour qui correspond. Et donc, c'est important voilà, d'avoir au-delà des photos qu'on met, ce ne soient pas des photos qui mentent, ce ne soient pas des photos qui mettent en valeur le produit, mais qui permettent d'avoir une correspondance entre l'expérience vendue et l'expérience vécue. Et nous, on aide justement à améliorer l'expérience vécue sur différents leviers voilà, qui sont liés au séjour du client et aux équipements, à la décoration, tout ça. J'allais t'en parler justement des photos. On arrive de nos jours à faire des belles photos, même quand le Mhm. logement est pas très beau, mais du coup, c'est l'expérience vendue, sur les Mhm. photos, puisque le voyageur va effectivement, choisir son logement en fonction des photos, puisqu'il ne connaît pas le bien et arrivé sur place, il peut être très déçu et ça crée de l'insatisfaction et malheureusement, l'insatisfaction, on la connaît, enfin, c'est des notes, des mauvaises notes et c'est donc aussi des revenus en moins puisque le logement se loue moins. Donc il faut que, comme tu l'as dit, c'est une très bonne phrase, l'expérience vendue soit l'expérience vécue. Donc est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail pour une conciergerie, par exemple, qui va aller faire un rendez-vous pour un nouveau logement, elle se rend compte que ce logement est pas génial, il y aurait des axes d'amélioration. La conciergerie, c'est pas forcément son métier, donc elle va pas peut-être pouvoir conseiller c'est quoi les axes d'amélioration, à part quelques petits équipements. Comment elle procède pour aider son propriétaire? Alors,
C'est ça qui est intéressant justement, c'est de dire comment je vais pouvoir accompagner, conseiller mon propriétaire. On rentre un peu dans des conseils qui peuvent être un peu du l'ordre du j'aime pas parce que justement on dit ah, bah, il faut mettre un peu de déco, le propriétaire a ses goûts, la conciergerie en a un autre, donc il faut arriver à organiser un petit peu tout ça. La première chose, c'est quels sont les critères rationnels qui constituent l'offre Mon Logement. C'est-à-dire, en fait, le contrat que je passe avec le voyageur, celui qui va rester dans l'hébergement. Et dans un contrat, il y a des éléments induits, c'est-à-dire des éléments indispensables sur lesquels c'est attendu par défaut d'être dans le logement et des éléments qui vont être optionnels, qu'on va pouvoir lister, c'est ce qu'on va pouvoir mettre un peu dans l'annonce. Par exemple, la literie. On va pas forcément dire j'ai un bon lit. En fait, c'est attendu. Quand je vais passer un séjour en vacances, en hôtel, la première chose à laquelle je m'attends, c'est de dormir correctement. Donc, s'assurer que les lattes de lit sont pas cassées, que le lit tient correctement et que on a une literie de qualité, c'est déjà voilà, ça fait partie de ces éléments rationnels qu'on va devoir identifier. Ensuite, on peut les upgrader, c'est-à-dire que ces éléments rationnels, on va pouvoir faire en sorte qu'ils augmentent par rapport au niveau attendu de base. Typiquement, un lit de base, c'est un lit sur lequel on dort bien, on va dire, il peut être en mousse, il peut être en ressort en sachet, mais bon, il n'y a pas globalement de plainte dessus, il n'est pas cassé. Par contre, moi, je veux améliorer l'expérience que la satisfaction. Donc, je vais par exemple mettre en place des matelas en ressort en sachet avec une plus grande densité, avec un surmatelas et avec une qualité hôtelière. Et là, je sais que typiquement, je vais pas forcément mettre dans mon annonce que c'est des meilleurs lits. On pourrait dire literie de qualité hôtelière et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est des éléments de base du séjour. Donc là, déjà, je vais jouer sur le rationnel. Le rationnel, c'est aussi typiquement, je vais m'assurer déjà que le logement n'ait pas de fuite ou d'éléments dangereux liés à l'électricité. Et vraiment, c'est le contrat de base. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter potentiellement des équipements que je vais pouvoir mettre dans l'annonce, des équipements de cuisine. Je fais référence justement à ton dernier épisode hors série avec mon plan IMO sur les logements atypiques qui parlait des balnéos. Mais typiquement, la balnéo versus une simple douche, la baignoire balnéo versus une simple douche ou une simple baignoire, c'est un élément que je vais pouvoir lister dans l'annonce et en plus que je vais mettre en photo de l'annonce de mon logement. Donc c'est quelque chose que je peux écrire et c'est un contrat passé et j'attends en tant que voyageur à retrouver ces éléments-là dans mon logement. Donc ça, c'est le premier axe, c'est comment s'assurer que le contrat de base est respecté et comment je vais pouvoir l'améliorer. Ensuite, il y a l'émotionnel. L'émotionnel, c'est tout ça peut être, on peut avoir une balnéo, un bon lit et tout ça, mais on peut avoir des rideaux à fleurs, les cadres du petit chien du propriétaire et une moquette au mur et tout ça, bon, fait que finalement l'appartement n'est pas sale, il a peut-être une bonne surface, une super localisation, mais in fine, il se vend pas parce qu'il n'est pas en attente, il n'est pas en phase avec les attentes des voyageurs aujourd'hui qui veulent une décoration qui soit à la fois moderne qui soit teintée de la culture locale ou voilà, qui permettent d'offrir un lien vis-à-vis de la destination qui visite. Et donc, il est important que ce côté émotionnel, on puisse aussi le considérer. La décoration, c'est pas que des cadres et des coussins déco, c'est un mur d'une certaine couleur, c'est des sols, c'est une concordance entre les tissus, les rideaux, du canapé, et donc ça se pense un peu dans son ensemble. Et ça va dégager une sensation au moment de la photo ou dans le bien, ça va dégager une sensation de cohérence du bien. Et du coup, justement, l'idée, c'est de dire bah, comment, moi, en tant que propriétaire, je vais essayer de lui dire, bah là, vous êtes complètement dehors, c'est-à-dire que vous avez mis des beaux meubles et tout, mais les cadres, ils vont pas dedans et tout. C'est compliqué, il faut Mm. revoir un petit peu la cohérence de tout ça. Et en plus, le côté émotionnel, enfin ce côté décoration, il peut être un axe aussi pour améliorer de deux façons la réservation. C'est que le taux de réservation, c'est que d'un côté, on va avoir comment dire un bien qui donne plus envie, mais on oublie aussi souvent de mettre un peu des éléments identitaires. C'est des éléments qui vont permettre lors du choix des vacances de discuter plus facilement aussi parce que on réserve rarement une location saisonnière seule. C'est plus, en tout cas, il y a plus de
ou famille, donc à plusieurs, ou amis qui le réservent. Et donc, on va pouvoir dire, bah tiens, tu as vu le logement ici, le logement avec le mur rouge ou avec le grand miroir. En fait, c'est des éléments qui vont permettre de reconnaissance. Voilà. Et donc, avoir ces éléments de reconnaissance, c'est un biais qui est important aussi dans le conseil qu'on va apporter aux propriétaires en disant, voilà, vous pouvez jouer sur le rationnel, le contractuel, l'émotionnel, en ajoutant, voilà, en conseillant sur ces biais qui vont permettre d'améliorer la location. Ouais, et c'est aussi un avantage pour la conciergerie, parce que le bien se démarque des autres, ça permet un meilleur remplissage et donc, in fine, une meilleure rentabilité pour le propriétaire et donc pour la conciergerie. Donc tout le monde y gagne. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, en fait, il y a plusieurs leviers. C'est les impacts directs que je vais pouvoir avoir sur la location, mais il y a aussi, euh, il y a aussi voilà, les gains qu'on va faire sur le parc existant. Mais il y a un autre biais dont on n'a pas parlé, c'est la capacité aussi de pouvoir intégrer des logements qui n'étaient pas en phase avec les attentes que peuvent avoir les gestionnaires. Si on a un bien qui est complètement en dessous en termes de niveau, le fait de pouvoir accompagner ces propriétaires en leur disant, bah voilà, j'ai une solution à vous proposer pour vous permettre de rénover plus facilement ou d'équiper, bah, ça va permettre aux propriétaires, pardon, aux gestionnaires de faire rentrer des nouveaux biens qui ont un super potentiel en termes de localisation et tout ça, mais pas forcément au niveau en termes d'attente. Je connais quelques conciergeries qui, à la fin de la saison, se posent et se disent: «Bon, alors maintenant, ces biens-là, ils me rapportent peu parce que ça rentre plus dans les critères de notre conciergerie et ceux-là, je vais les garder». Donc, en fait, ils voient le pour et le contre et ils arrêtent certains contrats. Mais en fait, ils pourraient finalement améliorer leur parc de logements en gardant ces logements et en proposant une amélioration de ces logements, non? Complètement. Et souvent, ce qui bloque, c'est pas. Enfin, les propriétaires sont pas des hôteliers, hein, sont souvent des propriétaires de résidences secondaires ou des investisseurs. À la limite, les investisseurs ont un peu plus cette notion il faut que mon bien soit attractif. Un propriétaire de résidence secondaire qui nous donne son bien en gestion, bon, il va des fois être un peu plus laxiste sur certains éléments. Pas tous, mais dans les retours qu'on a, beaucoup de conciergerie, souvent c'est oh, ça ira et tout ça. Donc, il est important de le sensibiliser sur les retours clients et dire, ben non, aujourd'hui, il va moins se louer, puis à un moment, il pourra plus du tout se louer si on continue dans ce sens-là. Donc, l'idée, c'est pouvoir justement lui dire, ben, on a cette solution à la fin de la saison. Il y a ça et ça qui vont pas. On a une solution pour vous accompagner et pour vous permettre de les remettre à niveau. Parce que les propriétaires, souvent, c'est pas qu'une question de budget. On nous dit, ouais, mais ils veulent pas investir et tout ça. Mais c'est aussi une question de praticité. C'est comment je fais. J'habite loin, c'est une résidence secondaire. J'ai du mal à gérer. Je dois remplacer le canapé, mais ok, mais il faut un canapé, il faut trouver le bon canapé, il faut l'installer, évacuer l'ancien. Alors souvent, on demande à la conciergerie. La conciergerie, c'est pas forcément son travail de mettre des canapés en déchetterie et d'installer des nouveaux. Voilà. Et c'est à ça que nous, à quoi on a voulu répondre justement en disant, mais il y a besoin d'un accompagnement sur les conciergeries et des propriétaires pour les aider à dire, euh, voilà, comment je fais, comment je le mets en pratique. Et c'est pour ça qu'on a développé des partenariats avec plein de conciergeries partout en France qui nous permettent justement d'agir à la fois sur des fois juste le remplacement d'un canapé jusqu'à une rénovation complète. En fin de saison, c'est là où ça arrive le plus, c'est de dire, bon, ben voilà, on a fait le bilan avec monsieur Untel, son bien est plus au niveau. Comment on peut l'accompagner pour lui prendre la main et l'aider à gérer ça, quoi. Mmh. Et je reviens vite fait sur l'insatisfaction qu'on a parlé au début de l'épisode. C'est vrai que l'insatisfaction des voyageurs, ça se matérialise par des mauvais avis et ça impacte la conciergerie en fait, parce que ça va impacter l'image de la conciergerie, le professionnalisme de la conciergerie. Des fois, le propriétaire comprend pas que c'est finalement son bien qui fait qu'il y a de l'insatisfaction, je vais y arriver. Mhm. Mais comment la conciergerie, d'un côté, beh, elle va devoir apporter des axes d'amélioration au propriétaire pour lui expliquer que, effectivement, c'est finalement une rénovation, une amélioration à faire.
Comment expliquer sans froisser un propriétaire qu'il faut améliorer son logement pour qu'il se loue davantage et qu'il n'y ait plus ces mauvais avis? Mais c'est vrai qu'il y a une forte sensibilité et un attachement fort des propriétaires à leur logement, surtout dans le cadre de résidences secondaires. Et c'est là où nous, on a un rôle un peu intéressant pour les conciergeries, c'est que parfois lui dire que ben, le canapé de la tante qu'on a mis dans le séjour, et il est pas gêne quoi. Et pourtant, il est attaché à ce canapé-là. Et en fait, il y a un attachement et c'est souvent difficile parce qu'on est le gestionnaire du bien. On a une relation sur le long terme avec le propriétaire. Donc, nous, c'est vrai qu'on va souvent avoir un peu plus le rôle de dire, bon, voilà, moi je suis gestionnaire, je fais appel à Phase B parce qu'ils sont experts sur le sujet, ils vont pouvoir vous dire sans, comment dire, sans trop avoir de la mettre de filtre, voilà, ça va pas, ça va pas. Si on fait pas appel à nous, déjà il faut être le plus factuel possible, c'est-à-dire, c'est pas forcément dire voilà, votre lit, ça va pas. C'est de dire, on a une forte insatisfaction sur votre lit. Regardez tous les verbatims qui en parlent. Et aujourd'hui, moi, je vais plus être en état de le louer si vous ne changez pas votre lit parce que on va croire que moi, gestionnaire, je ne propose que des lits enfin, des logements sur lesquels je fais pas attention. Donc, la prochaine fois que la famille Intel, elle revient en vacances dans ma destination, elle va pas passer par ma conciergerie parce qu'elle sait pas ce qu'elle va trouver. C'est finalement engager un peu comme une chaîne, comme une marque hôtelière, hein. Une marque hôtelière, elle a des promesses en termes de standards. Si on va chez Ibis, si on va chez Raffles, si on va chez voilà, chez Anantara, enfin, je veux dire du plus économique au plus luxueux, il y a des critères rationnels, le contrat qu'on passe avec le client. Et une conciergerie, c'est un peu comme ça. C'est difficile de vendre une maison 5 étoiles vue sur le lac avec piscine à débordement et le petit studio avec un lit cassé parce que bah, on s'y perd un peu, il faut se positionner à un moment. Hmm. Et du coup, agir sur certains produits qui pourraient rentrer dans le périmètre de la marque, mais qui sont pas encore en phase vis-à-vis des attentes. Hmm. Tu disais, du coup, avant que je parle sur l'insatisfaction, que Phase B accompagnait les propriétaires, mais alors les conciergeries mettent en relation le propriétaire avec Phase B, et il se passe quoi en fait après? Alors, c'est justement tout l'intérêt enfin, de Phase B, c'est d'avoir pensé un accompagnement qui est vraiment euh, designé pour des propriétaires de location saisonnière et de résidences secondaires. Euh, Qu'est-ce qui se passe? En fait, bah, le propriétaire, on va regarder un peu quels sont les besoins. Est-ce que j'ai besoin juste de changer mon canapé ou est-ce que j'ai besoin de faire une rénovation complète? Euh, Ça, c'est un échange qu'on va avoir. Enfin, c'est la propriétaire, pardon, la conciergerie qui va nous dire voilà les besoins globaux de monsieur Untel. On prend rendez-vous avec ce propriétaire en visio, au téléphone, et on obtient des photos, un lien de l'annonce. Et sur la base de ce rendez-vous, on va affiner les besoins. On va ensuite faire un estimatif du projet. Si c'est juste changer un canapé, on va lui dire, bah voilà, un canapé, il faut compter entre 1000 et 3000 euros en fonction enfin, je prends sur un 2 pièces standard, on va dire, et en fonction du type de canapé qu'on veut, jusqu'à, je veux refaire complètement mon 2 pièces ou mon 3 pièces. Bon, bah, nous, on va faire un estimatif. Tout ça, c'est gratuit. C'est un accompagnement, voilà, qui permet de cadrer un peu le projet. Et à la fin de cet estimatif, on va proposer différents types d'accompagnement aux propriétaires. Ça va du simple, OK, on vous propose différents canapés et on s'occupe de trouver les sociétés qui vont pouvoir installer, évacuer, voilà. Ou alors vous passez juste votre commande et vous le gérez vous-même s'il habite sur place, jusqu'à une gestion complète. Et une gestion complète, c'est là où on a un vrai avantage, c'est qu'on a un ensemble d'expertise à bord de Phase B qui permettent d'assurer que on va gérer efficacement la rénovation. On a des architectes d'intérieur, on a des conducteurs de travaux, on a des acheteurs qui vont permettre de pouvoir s'assurer que le bien soit en phase avec le budget du propriétaire et avec les timings et la gestion qui est imposée par le modèle résidence secondaire, location saisonnière. Dedans, il va y avoir 3 phases si on prend une gestion clé en main pour un propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire a dit, OK, je veux que vous gériez tout, le mobilier et tout. Il va y avoir une première phase de conception. Je vais faire un parallèle avec un peu, tiens, un propriétaire qui dit, je veux rénover mon bien. C'est un peu comme un propriétaire qui dit, tiens, je veux un gâteau.
la première question, c'est de dire, bah, OK, tu veux quoi comme gâteau? Tu veux un cookie, un Savarin, un Paris-Brest, un flan, enfin voilà, il y a plein de choses. Je veux rénover mon appart, c'est pareil. Au début, quand on nous dit ça, ça veut dire plein de choses. Ça peut être, je veux mettre des cadres et des coussins, jusqu'à je veux tout refaire, la salle de bain, la cuisine. Donc déjà, on va définir un petit peu quel type de gâteau ils veulent. Ensuite, c'est définir, OK, comment tu veux un gâteau? Tu veux le faire toi-même? Tu veux l'acheter chez un pâtissier? Tu veux qu'il y ait un pâtissier qui t'envoie tous les éléments pré-conçus et puis tu n'as plus qu'à l'assembler toi-même? Il y a plein de manières de faire ce gâteau. Bah, dans la rénovation, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'on va faire une phase de conception au début qui va dire, OK, le gâteau, il va ressembler à quoi? Dans les grandes lignes, on va pas dire encore les ingrédients et tout ça, mais on va faire en sorte que ça réponde au budget. Ensuite vient la phase de préparation. Et là, on va dire, OK, qui fait quoi? Nous, est-ce qu'on gère tout? Est-ce qu'on te fait tout l'avant-projet, c'est-à-dire les dessins, les plans techniques, les recherches des matériaux, la shopping list de mobilier? Est-ce qu'on te fournit tout ça ou est-ce que on te donne juste l'ambiance déco et à quoi va ressembler le gâteau et tu le fais toi-même? Donc, quand on va faire la phase de préparation, nous, on va s'assurer effectivement bah, de rechercher des artisans qui sont en priorité locaux, des mobiliers qui va répondre aux exigences de la location saisonnière. On a par exemple un partenariat avec le groupe Accor. Donc, on a accès à du professionnel, à du mobilier professionnel qu'on peut placer dans du logement de particulier avec les fournisseurs du groupe et aux tarifs du groupe. Donc là, c'est toute la phase de préparation. On va dire exactement en fait, qu'est-ce qu'on met dans le gâteau? Combien d'œufs, combien de farine, et ben, quelle faïence, à quelle hauteur, quelle prise, quel mobilier, tout ça. Et ensuite vient la phase d'exécution. Et ça, c'est nos maîtres d'œuvre, nos conducteurs de travaux qui vont faire toute la phase de suivi, de s'assurer qu'on a un planning qui est établi et respecté, de s'assurer que les meubles arrivent au bon moment. Souvent, c'est une phase qu'on néglige un peu, le mobilier, la décoration, dans la rénovation, en disant, ah, tiens, je veux refaire mon appartement, bon, oh, les meubles, je gérerai moi. Il faut savoir que si tu refais un deux pièces complètement, de 30 mètres carrés par exemple, bah, tu vas avoir au moins 60-70 pièces de mobilier. Et si on parle du petit coussin déco, du lit, du canapé, des fauteuils et tout ça, ben ça, faut le gérer. Et si tu envoies tout sur le chantier pendant que les artisans sont en train de faire refaire le ragréage des sols et tout ça, ça va très mal se passer. Donc, il faut vraiment séquencer tout le projet pour s'assurer que, on tient dans un timing qui est l'intersaison, parce qu'il y a souvent des moments où ils sont un peu moins loués et on va pas déborder sur la saison. Et deux, on s'assure qu'à la fin, bah, ça soit bien géré, bien livré et que ça soit fait dans les règles de l'art. Donc l'avantage, justement, pour un concierge de passer par phase B ou un professionnel de la rénovation, voilà, de la rénovation de la location, ça va être justement de bien anticiper tout ça et d'éviter des erreurs en cours pour pouvoir dire faire en sorte que la rénovation se passe bien. Mmh. J'ai l'impression que le réel avantage quand même de Phase B, c'est que vous êtes spécialisé dans la location courte durée et la rénovation en location courte durée peut être complètement différente parce que, comme tu l'as dit, du mobilier à corps, ça va être plus résistant parce que c'est fait pour qu'il y ait beaucoup de passages. Mhm. Il y a des choses comme parfois des lits qui sont pas super résistants et malgré ça, il y a beaucoup de passages. Il peut y avoir, je pense que le lit c'était pas le meilleur exemple, mais il y a pas mal de choses qui sont utilisées excessivement et il faut que ça tienne dans le temps. En fait, Donc, faut regarder quand tu prends ton mobilier ou les autres éléments, une sorte de ce qu'on va appeler un degré d'usure. C'est-à-dire que finalement, une applique va être beaucoup moins manipulée par les occupants qu'une chaise ou qu'une surface de plan de travail. Donc, il faut orienter le budget et la valeur des pièces vers là où on doit apporter de la résistance. Nous, on s'interdit pas de travailler avec des marques grand public sur certains éléments qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément un taux d'usure fort dans une occupation. Par contre, on va effectivement préconiser de mettre un peu plus de budget potentiellement sur le canapé, sur le lit, sur tel ou tel élément, parce que si on veut pas le changer, si on veut s'assurer qu'il tienne dans le temps, qu'il soit lavable, déhoussable par exemple, et que enfin voilà, il y a des taux de mesure par exemple sur les tissus, on appelle ça les tours Martindale, c'est une machine qui va frotter les tissus et qui va voir au bout de combien de temps le tissu casse. Bah typiquement, on va nous sélectionner des tissus qui vont avoir une plus grande résistance que tu peux trouver dans le marché du particulier
dans les grands distributeurs parce que on sait qu'ils sont soumis à plus d'usages et puis on va pas se mentir, les gens ils sont pas chez eux, ils font un peu moins attention. Et donc du coup, bah, c'est important de pouvoir se prémunir contre cet usage prématuré. Hmm. Et si je peux rebondir, il y a aussi un autre avantage, pardon, c'est que au-delà du choix du mobilier, c'est aussi dans la conception. Et je reviens sur la première phase, la conception. On parlait tout à l'heure de la différenciation. On a souvent des propriétaires qui sont apportés par les conciergeries qui disent ah, mais là, il faudrait refaire la peinture, on a un crépi, années 80, le mur est blanc. Et nous, souvent, on dit ouais, mais en fait, si tu refais ton crépi en mur lisse blanc, ben, en fait, sur la photo, ça va pas se voir à la fin. In fine, tu avais un mur blanc, tu auras un mur blanc. Alors peut-être il fera un peu plus lisse, mais en vrai, c'est pas là où ça apporte de la valeur. Et donc, dans la phase de conception, nos architectes, ils sont formés aussi, nos architectes et décorateurs, à dire, en fait, où est-ce que je dois mettre de la valeur? Donc, quelque chose qui va faire la différence, qui va se voir, qui va permettre de mieux louer le bien. Et ça, voilà, c'est vraiment un accompagnement dédié à la location saisonnière et c'est pour ça qu'on s'est spécialisé là-dedans. Ouais, là, je pense qu'on parlait beaucoup de rénovation d'un bien déjà existant, mais il y a des propriétaires qui viennent parfois faire des estimations pour voir s'ils peuvent le louer en location saisonnière, qui n'ont pas encore la possibilité de le louer parce qu'il n'y a rien dedans ou parce qu'ils veulent faire des travaux. Vous les accompagnez aussi depuis le début? Ouais, oui, complètement. C'est pour ça qu'on a, en fait, au début, on était arrivé vraiment avec, en se disant, les biens sont dans tel état. En fait, faut regarder en France, sur les 3 millions de résidences secondaires, t'en as 1,5 million qui sont vraiment dans un sale état parce que les gens n'habitent pas forcément sur place, les ont pas rénovés. Si tu regardes tous les ensembles d'appartements, à la montagne, à la mer, à la Grande Motte, à la Plagne, à Villard-de-Lans, enfin, je veux dire, tu as des centaines et des centaines d'exemples. Et donc, tu as voilà, tous ces appartements qui sont vraiment parfois à reprendre un peu en profondeur. Mais donc, au début, on était parti avec ça sur phase B en disant on va accompagner vraiment une gestion clé en main. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de propriétaires qui avaient besoin, qui avaient des plus petits besoins, qui étaient de dire en fait, bon, la base, elle est propre. Mais faut quand même un peu le meubler, le revoir, voilà, pour donner un peu d'âme. Et donc, nous, on a des formules adaptées à ça, qui sont de dire, bah, en fait, je vais construire une shopping list sur la base de nous, l'expérience qu'on a en termes de mobilier et ce qu'on peut mettre pour adapter au budget, et de dire, bah, en plus de cette shopping list, on va pouvoir te trouver les services pour installer le mobilier, évacuer l'existant. S'il y a besoin, bah, peut-être des fois, il va falloir, en plus du mobilier, remettre juste un mur de couleur pour vraiment, tu vois, aller au bout de l'exercice. Et ben, il y a besoin d'un peintre pour. Donc, on va trouver le peintre nécessaire. On a un gros réseau d'artisans partout en France qui nous permet justement d'activer ces réseaux et de pouvoir proposer une solution complète à ces Hmm. propriétaires sur un petit projet. Comme je te dis, des fois, juste du simple changement de canapé. Entre parenthèses, là, on lance un e-shop justement qui est dédié à l'univers de la location saisonnière. Donc, juste sur le changement de canapé à la rénovation complète du bien. On a ouvert des murs porteurs, on a agrandi des biens. Voilà, on a Hmm. les capacités en interne pour accompagner sur ce type de projet. Avant qu'on enregistre, tu m'avais aussi parlé du fait qu'il y ait pas de photos, pendant les travaux et que vous apportiez finalement une solution, qui permet de mettre des photos, on va dire réalistes du logement avant qu'il soit terminé, c'est ça? C'est ça, en fait, euh, en étant une entreprise dédiée à la location saisonnière, on prend aussi en compte les enjeux business qu'il peut y avoir. Je vais prendre l'exemple d'un appartement à la montagne. Un appartement à la montagne, une de ses grosses saisons, ça va être le Noël, Nouvel An. Et donc, les travaux seront sur l'automne. Donc, si on n'anticipe pas, on va faire des travaux de septembre jusqu'à fin novembre, début décembre. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire un shooting et commercialiser le nouvel appartement avec le nouveau prix, les nouvelles fonctions et tout ça. Sauf qu'en fait, la majorité des réservations sur Noël Nouvel An, elles se font à partir de août-septembre. Donc l'idée, c'est plutôt de dire, bah, OK, on a travaillé en amont avec le propriétaire sur le projet, on a mis en place des photos, des 3D réalistes qui permettent de dire bah, à quoi va ressembler l'appartement. Et quand je dis 3D réaliste, on est vraiment, il y a plein de 3D où voilà, on voit pas la différence et on est à 99% proche du projet. Alors des fois, il y a une petite appli qui change ou un truc comme ça, mais on n'a jamais eu de retour client qui disent ah, c'est pas le même appartement, quoi. Et donc cette 3D, elle va servir dès septembre à bénéficier sur la prochaine saison
de la hausse des prix et d'occupation qu'on va pouvoir générer avec une annonce qui est déjà modifiée dès septembre, avant que l'appartement soit fait. Et ça, c'est hyper important dans la compréhension des enjeux de business, justement d'occupation, de quand réservent les clients, quand ils doivent l'occuper, et de fournir les bons éléments aux propriétaires et aux gestionnaires pour qu'ils puissent mieux le commercialiser. Ok, je me demandais aussi, vous intervenez, mais que sur photo, du coup, comment vous arrivez à pouvoir modéliser tout ça? C'est les artisans qui vont venir, qui vont vraiment prendre les mesures, pouvoir estimer plus Alors, on n'intervient réellement? pas que sur photo. On s'organise de différentes manières. On a une dizaine de personnes chez FASB qui sont réparties principalement aujourd'hui dans les Alpes et sur la façade atlantique. Mais on fait des rénovations partout en France. On a fait des rénovations à Paris, dans les Pyrénées, sud-ouest, en Bretagne, beaucoup sur la Côte d'Azur, beaucoup dans les Alpes et tout ça. Comment on intervient? Si c'est un endroit qui est couvert par nos équipes, on va tout gérer en interne par nos équipes. Il n'y a pas de débat, on va voir l'appartement, on prend les cotes, voilà. Si c'est un appartement qui est plus loin, on va internaliser toute la partie de conception, parce que nos archis, nos fournisseurs et tout ça sont formés justement à la conception. On a une personne qui est sur place. On a des réseaux de sous-traitants en maîtrise d'œuvre qui sont un peu partout sur l'ensemble du territoire et qui vont pouvoir aller prendre les codes, vérifier la faisabilité du projet. Nous, on va reprendre toute la conception en interne. On va gérer tout le projet, la shopping list et tout ça. Et c'est la personne qui est sur place qui va, elle, faire le suivi des travaux. Voilà. Mais pour le propriétaire, enfin, voilà, il a un seul interlocuteur, c'est FASB, du début jusqu'à la fin. C'est nous qui organisons voilà, le projet comme ça. Mais en tout cas, on confronte toujours la faisabilité au projet. C'est la phase de préparation, c'est-à-dire qu'une fois que tu as dessiné ton gâteau, c'est de dire, OK, combien je mets neuf et est-ce que ça passe? Est-ce que j'ai la place et les outils pour le faire? Et oui, on s'appuie énormément sur nos maîtres d'œuvre locaux et les artisans qui, une fois qu'ils ont ce qu'on appelle les dossiers de consultation des entreprises, vont faire des chiffrages et vont émettre ce que eux ont comme réserve, puisque c'est eux qui engagent aussi leurs responsabilités au moment de l'exécution. Donc, c'est hyper important d'écouter l'artisan à ce moment-là et de créer à la fin, une fois qu'on a les devis et ce dossier de consultation, on crée ce qu'on appelle un dossier d'exécution, un dossier exé, qui permet d'être un peu la notice de montage, ou on va dire la recette du gâteau final qui doit être suivie pour faire les travaux. Et comme ça, il y a un accord entre le maître d'œuvre, nous, les artisans et le maître d'ouvrage, donc le propriétaire, qui permet d'être sûr de ce qui va être fait. Ok. Et un propriétaire qui n'est pas du tout sur place, comment on fait pour valider, vérifier que les travaux sont correctement faits? Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça? C'est ça, exactement. Ok. Mais là, tu as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'est, en fait, un propriétaire qui est pas sur place, c'est très anxiogène, les travaux. C'est beaucoup d'argent, faut savoir quoi faire, faut pouvoir suivre, faut s'assurer que ce soit faisable et tout ça. Donc, nous, à la fois, avec nos équipes et nos sous-traitants, on assure un suivi local. Mais en plus, on a un parcours derrière qui permet de rassurer le propriétaire tout au long du projet. C'est-à-dire, dans la phase de conception, il y a un espace client où il va pouvoir retrouver les 3D du projet, les chiffrages, les factures et tout ça, plus des rapports de travaux avec des photos, il y a un groupe WhatsApp qui permet justement de le rassurer tout au long de l'avancement. Il a un planning et d'être sûr que ça se passe comme ça. Et donc, cette notion, si jamais il y a des conciergeries qui gèrent des travaux pour le compte de propriétaire, ou voilà, j'en entends beaucoup, hein, des conciergeries qui disent ah ben c'est nous qui pilotons, on passe voir et tout ça. Il faut être vraiment dans la communication, l'empathie, parce que c'est vraiment comment je rassure le propriétaire, comment je lui donne des éléments, j'anticipe pour faire en sorte qu'il soit moins inquiet en lui disant, ben voilà, ça se passe bien, je suis allé voir cette semaine, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Et voilà, d'accompagner tout au long, c'est vraiment un axe hyper important pour s'assurer qu'il garde la confiance. Hmm. J'ai deux dernières questions pour finir cet épisode. La première, c'est si un propriétaire a déjà une idée bien précise de comment il veut rénover et qu'il veut faire, par exemple, de l'atypique. Il peut aussi passer par phase B? Et complètement. Et nous, même souvent, on va avoir tendance à pousser un petit peu à démarquer le bien. Donc, soit il a déjà une idée très précise. Alors, nous, en amont, on a,
pour rendre le projet plus économique, on a développé ce qu'on appelle des styles collections, des styles catalogues qui permettent d'avoir 4 univers villes, 4 univers mer, 4 univers montagne. Et je fais un peu mon marché. Ça permet d'accélérer la phase de conception et finalement de payer moins d'honoraires de conception et tout ça. Mais à l'inverse, on peut avoir aussi des propriétaires qui viennent nous voir en disant, je voudrais vraiment, voilà, ça, telle marque, telle ambiance, ou alors ils savent pas exactement, mais ils voudraient telle ambiance et tout ça. Donc là, on va repartir de la phase de conception, créer un mood board en fonction des éléments qui nous a communiqués et mettre en place un projet qui correspond à son envie et son besoin. Donc c'est vraiment dans la phase de conception, c'est deux manières de l'approcher. Soit je suis investisseur, je veux aller vite, je veux un truc qui plaît, soit je veux quelque chose de très personnalisé et donc on va accompagner là-dedans. Et nous, on va essayer justement encore plus d'aller valoriser, de le rendre encore plus atypique. D'aller utiliser chaque mètre carré justement pour dire, ben là, vous avez pensé à ça, il y a un concept, c'est super. Ben là, cet espace perdu, il faut l'utiliser. Il faut savoir apporter justement des fonctions complémentaires, un bureau pour le télétravail et pousser un peu le curseur. Souvent, des fois, des propriétaires de résidences secondaires vont avoir trouvé une 3D très jolie parce qu'il y a des belles couleurs, des belles choses et tout. Puis au moment de l'exécution, ah, ben finalement, on va aller sur du blanc, du beige et tout. Donc non, il faut les accompagner en disant non, ayez confiance. Si vous voulez vous démarquer, justement, il faut travailler cette matière, ces éléments de distinction et qui vont rendre le logement atypique et distinct du reste du marché. Ok, je vois. Et autre question, pour bien confirmer que j'ai compris, phase B va être là pour ajouter par exemple, du petit équipement comme, je sais pas, de la vaisselle, jusqu'à la rénovation ou changement de fenêtre? Vraiment Complètement. entièrement? Ok. Complètement. Si on veut simplifier, voilà, on a une solution de rénovation clé en main. Et ça peut aller du petit. C'est pour ça que je ne nous appelle pas cabinet d'archi d'intérieur, parce que vraiment, on est vraiment pensé pour, euh, pour la location et la résidence secondaire. Même si, in fine, à la fin, on a ces métiers-là, qui sont les architectes d'intérieur, la maîtrise d'œuvre. Donc, j'ai même envie d'aller plus loin que le changement de fenêtre. Dans la globalité, on accompagne aussi des biens dans la rénovation énergétique. Parce que peut-être que demain, on pourra plus louer si le bien n'est pas bien isolé. Déjà par la loi, et puis peut-être aussi, enfin, il faut anticiper ce sujet-là. Donc, un propriétaire qui vient nous voir, souvent, bah, il a la question ça fait partie des critères rationnels. C'est, OK, comment je fais en sorte que je dépense moins, que je continue de pouvoir louer? Est-ce qu'il y a une rénovation énergétique envisageable ou non? Parce que si on est en copropriété ou en maison individuelle, déjà, c'est deux choses complètement différentes. Et ensuite, une fois que j'ai fait ma rénovation énergétique, bah derrière, le bien va pas forcément mieux se louer. C'est pas parce qu'il y a un meilleur confort, on va dire, de température qui va mieux se louer tout de suite. Il faut aussi agir sur, finalement, l'ambiance et l'atmosphère du bien. Donc, on va pouvoir prendre tout ça et dire, OK, pour la rénovation énergétique, il faut prévoir tant, 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 tant. Et pour la déco et tout ça, il va falloir prévoir tant et faire ça et ça. Et donc, on va vraiment, voilà, pouvoir l'accompagner sur l'ensemble de ces questions-là pour s'assurer Ok. que ça se loue mieux, quoi. Ça se loue et ça se loue mieux. Ouais, ouais, c'est l'objectif, oui. L'optimiser pour avoir une bonne satisfaction et donc avoir plus de réservations. C'est Et ça. pouvoir augmenter le prix aussi, des fois. Même souvent, hein, Ouais. ça passe ou maintenir le prix, parce que voilà, des fois, on a tendance à oublier que c'est un bien qui se loue bien, si on ne fait rien, le prix va devoir descendre. Donc déjà, maintenir le prix, c'est une sorte d'amélioration par rapport à une projection, pardon, dans le futur dans les 5 années à venir du bien. Donc le prix, voilà, c'est vraiment le prix et l'occupation, et la rénovation permet souvent de passer un gap en termes de prix. Ouais. Ok. Merci Thomas. Comment on fait pour aller prendre contact avec Phase B? Le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet www.phaseb-rénovation.com. Vous avez soit la possibilité de lancer répondre à un questionnaire de 3 minutes sur comment dire, Attente? les éléments attendus, Mhm. voilà, dans une rénovation, et on a un premier estimatif qui est envoyé. Soit on peut prendre rendez-vous avec notre équipe pour voir un petit peu le type de besoin. Et si une conciergerie veut développer un partenariat avec nous, bah, il y a nos contacts, il y a un formulaire aussi sur la homepage pour nous contacter. Et les propriétaires
des conciergeries partenaires, aujourd'hui, elles bénéficient de 5% de remise sur nos services d'accompagnement, nos honoraires pour gérer les projets de leurs propriétaires. Donc, avec plaisir, parce qu'on a beaucoup de partenariats avec des grandes conciergeries sur tout le territoire et on cherche à continuer de se développer pour accompagner ces conciergeries-là. Ça fait partie des contacts à avoir dans son portefeuille en conciergerie. Ok. J'espère. Merci, Merci Elsa. beaucoup Thomas pour cet échange. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour le mot de la fin ou on a tout dit? Non, je pense qu'on a dit beaucoup de choses et que c'était très agréable et que après c'est des discussions voilà assez pointues, assez dans le détail. Donc faut vraiment pas hésiter à nous appeler. On est très ravis d'échanger avec les différentes conciergeries et voilà, on reste à dispo. Eh bien, parfait. Je te souhaite une bonne journée. Merci, merci. À bientôt. Merci Thomas pour cet échange. La semaine prochaine, c'est le match entre conciergerie et sous-location avec mon invité. On donne les avantages et les inconvénients de chaque stratégie et on vous explique laquelle est faite pour vous. À la semaine prochaine. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.